Je voulais dire d'abord tout l'intérêt que les psychologues ont eu pour ces questions de radicalisation, sur l'engagement qui a été le nôtre dès le départ, que ce soit le syndicat national des psychologues que je représente, la Fédération française des psychologues et de psychologie, dans les travaux qui ont été initiés par la DGS et le CIPDR. Car il nous a paru important de faire prévaloir la pensée alors que la société était frappée par la violence terroriste. Très vite, nous avons senti qu'il était nécessaire, pour que force reste à la pensée, d'affirmer justement nos références déontologiques. Elles sont pour nous, psychologues, essentielles. J'ai remarqué lors du prologue de ces États généraux, mercredi après-midi, l'intervention de Bruno Karsanti, philosophe, qui nous a parlé de l'État-nation qui fonde à travers la loi un nous qui permet au jeu d'exister en tant que jeu. Contrairement à la religion qui fonde un nous sur des interdits, des tabous. Ces réflexions rejoignent tout à fait mon propos. Le jeu en tant que jeu est au centre des préoccupations et du travail des psychologues. Alors je vais d'abord parler du secret professionnel parce que c'est sans doute un des points importants des références déontologiques. J'ai listé les différents textes qui font référence à cette question, notre déontologie des psychologues, le Code de la santé publique, le secret professionnel dans le Code pénal, la question de la levée du secret professionnel, les questions aussi d'assistance à personne en péril, et ce qui concerne le secret partagé. Alors je vais essayer de parler un petit peu de ces différents textes, les uns après les autres, pour pouvoir reposer justement le cadre de cette déontologie. Alors la déontologie des psychologues, beaucoup le savent, elle n'est pas légalisée en France, mais pourtant l'ensemble de la profession s'y réfère. D'ailleurs, les principales organisations de psychologues se sont regroupées récemment dans le collectif Construire ensemble la réglementation de la déontologie des psychologues. Et de toute façon, en attendant, ce code de déontologie, même s'il est décliné en quelques codes différents au niveau de son écriture, reste une référence éthique importante. Alors un autre des textes qui est important, c'est le Code de la santé publique, 2 articles, l'article L3221-1 et l'article L110-4. Le premier est assez récent puisque c'est une des dernières lois de santé qui a inscrit effectivement les psychologues comme acteurs de la mise en œuvre de la politique de santé mentale de notre pays. Et puis donc l'autre article concerne le respect de la vie privée par tous les professionnels intervenant dans le système de santé, ce qui fait que les psychologues sont totalement concernés par cette disposition. Cette disposition, automatiquement, elle renvoie à l'article du Code pénal, l'article 226-13 du Code pénal, qui fonde ce qu'est le secret professionnel, avec évidemment son pendant, l'article 226-14, qui dit clairement dans quel cas l'article 226-13 ne s'applique pas. Et c'est en particulier, effectivement, aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet, et à Paris le préfet de police, du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent. Je vous laisse lire la suite. Je n'ai pas mis ces textes-là pour les lire tous, évidemment, dans le détail, mais parce que c'était, me semble-t-il, important de les mettre pour poser le cadre, encore une fois. Alors, les conséquences de ces textes, non, d'abord, il y avait l'assistance à personne en péril, effectivement, que j'ai oublié dans ma liste. Voilà, donc l'assistance à personne en péril qui rejoint d'une certaine façon
le fait de lever le secret, c'est-à-dire que s'il y a effectivement un péril imminent, il doit y avoir une action, y compris de personnes qui autrement n'agiraient pas. L'autre texte important, c'est celui sur le secret partagé. C'est un décret qui est récent, qui est de juillet 2016, qui a établi effectivement quelles étaient les conditions pour que des choses secrètes soient partagées entre des professionnels qui prennent en charge un même patient. Donc les conséquences de ces différents textes, c'est que le psychologue est personnellement tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du Code pénal. Le secret professionnel couvre tout ce dont le psychologue a connaissance dans l'exercice de sa profession, autrement dit, non seulement ce qui lui est confié, mais également ce qu'il voit, entend ou comprend. Et le Syndicat national des psychologues, que je représente, souhaite que ces dispositions soient inscrites dans le futur code de déontologie légalisée des psychologues afin de simplifier la lecture de ces obligations qui sont actuellement réparties dans plusieurs textes. On voit à la lecture de ces différents textes qu'elles permettent que l'action politique, sociale ou sanitaire soit menée sereinement, quelles que soient les violences auxquelles la société est soumise. C'est pourquoi les phénomènes de radicalisation violente nécessitent que nous restions justement dans la loi et la règle habituelle. Le travail du psychologue nécessite qu'il se sente en sécurité par rapport à ce qu'il écoute, entend ou devine des personnes le consultant. La gravité que constitue la radicalisation violente ne doit pas nous faire oublier notre nécessaire prise de distance en tant que cliniciens. Et donc nous considérons qu'il est inutile de rajouter des dérogations légales à celles déjà existantes. C'est pourquoi la déontologie ne peut être à géométrie variable. Parce que finalement, le psychologue doit à la fois respecter le secret professionnel et respecter son devoir de citoyen. Respecter le secret professionnel, ce qui fonde l'action du psychologue et le respect de la personne humaine, en particulier dans sa dimension psychique. Respecter le devoir de citoyen, la nécessaire participation à la cohésion sociale conduit le psychologue, comme tout citoyen, à participer à la prévention de la violence. Alors cela veut dire qu'il faut pouvoir agir donc avec prudence et discernement. Entre ces deux obligations, le psychologue s'appuiera sur le caractère prudentiel de son activité, tel que le définit le sociologue Florent Champy en référence à Aristote, à la prudence selon Aristote. Il adaptera donc toujours son action en fonction de la particularité de chaque situation. Par rapport à cela, il m'a semblé nécessaire de se poser quand même la question, quelle est la conduite à tenir ? C'est quelque chose qu'on entend beaucoup actuellement, conduite à tenir suivant les situations. Alors effectivement, c'est des questions qui se posent. Quand, pourquoi, comment signaler ? Ou peut-on apporter un concours diagnostique sur demande ? Peut-on partager des informations à caractère secret ? La question du signalement, le signalement d'une situation de radicalisation est utile, voire nécessaire, quand il permet d'une part de protéger nos concitoyens, voire la personne reçue, et d'empêcher notamment qu'ils partent sur des zones de conflit. Le signalement est nécessaire, en particulier pour les mineurs, dans le cas de jeunes en risque de danger ou en danger nécessitant des mesures de protection. Il peut s'effectuer, suivant les cas, auprès du numéro vert, auprès de la cellule de recueil des informations préoccupantes ou auprès du procureur de la République. J'ai noté dans l'intervention de Cécile Rousseau, pédopsychiatre de Montréal, qu'elle avait souligné qu'au Québec,
il n'était procédé à un signalement que si le risque homicidaire ou suicidaire était imminent. Trouvez effectivement cette remarque importante. Ensuite se pose la question, faut-il apporter un concours diagnostique sur demande? Alors je pense que le premier point qui me semble le plus important, c'est que le psychologue en situation de thérapeute ne peut pas être sollicité à communiquer un diagnostic, car il ne peut se trouver avec une même personne à la fois en situation de thérapeute et en situation d'expert. Certes, il est possible de solliciter un avis diagnostique d'un psychologue à condition que la commande soit clairement exprimée par écrit et que la personne concernée par cette demande d'avis soit informée de celle-ci. Dans ce cas, le psychologue se retrouve en position expertale et non thérapeutique. Il est donc fondé à communiquer, en informant la personne concernée, les éléments diagnostiques demandés, comme dans toute situation expertale. Mais le diagnostic posé ne peut que faire référence à une nosographie psychopathologique et ne peut être prédictif d'une dangerosité. Cette question relève du domaine judiciaire ou policier et pas du domaine du psychologue. Alors, la question du partage des informations à caractère secret, il me semblait important de rappeler que ce n'est possible qu'avec l'accord de la personne concernée, pour les seules informations strictement nécessaires et dans le cadre strict du périmètre des missions des professionnels concernés. Or, les obligations qui sont prévues effectivement par le Code pénal. Mais c'est important de pouvoir le rappeler, c'est-à-dire que ça, c'est dans tous les cas, hors les cas d'exception. Voilà, donc notre déontologie n'est pas à géométrie variable. Et pour conclure, je reviendrai sur ce qui me semble fondamental, c'est-à-dire la protection du sujet. Ce « je », effectivement, que notre société permet de respecter dans le nous qu'elle fonde à partir de la loi. Le sujet, celui que les invectives radicales évacuent justement, celui que les idéologies totalitaires, qui peuvent être religieuses, dénient au profit d'un idéal totalitaire ou religieux. Certes, ces idéaux sont souvent protecteurs pour des sujets en détresse, en manque de repères, traumatisés par des transitions de leur vie. Mais notre déontologie ne peut être à géométrie variable, car il n'y a pas d'humains moins humains que les autres, même si des comportements sont inhumains. Je vous remercie.